Nous quittons Alghero et les bords de mer en empruntant la route du sud qui traverse toute l'île jusqu'à Cagliari pour nous rendre au Nuraghe Loza, près d'Abbasanta. En cours de route, nous apercevons les vignes dont la plupart des cépages sont originaires d'Espagne. Quand on se trouve en Sardaigne, on pense immédiatement Cannonau, un cépage rouge considéré comme élixir de vie, comportant 3 fois plus d'antioxydants, protecteurs du système cardiovasculaire, contribuant à une longévité exceptionnelle de ses habitants. Sur notre gauche, la ville de Sassari, plus de 100 000 habitants, fondée vers le 11 ou 12e siècle par des habitants qui vivaient primitivement en bordure de mer dans la région de Torres, mais qui ont fini par quitter les lieux pour fuir les incessantes attaques de pirates et des Arabes, mais également les zones marécageuses propices à la malaria. Cette route est la voie rapide vers Cagliari, en bonne partie sous forme d'autoroute. En Sardaigne, il n'y a pas de péage autoroutier. Plus que le 85% du liège italien. Et l'Italie, à chaque fois, est le 3e producteur au monde de liège, après le Portugal et l'Espagne. On aura le temps de vous parler aussi, parce que le liège représente, lui, encore, selon les régions, là où sont présentes, c'est soit les forêts que les usines qui le transforment, un pilier de l'économie locale. Et la Sardaigne, en total, offre presque 240 000 hectares de forêt. Ici, les olives sont toutes petites. C'est celle d'un olivier sauvage. On en fera de l'huile pour les lampes. Là, un chêne liège, en partie écorcé dans sa partie basse. Ouais, avec un petit peu de fantaisie, on y revient au début du 2e millénaire. Pas 2e siècle. Au 2e siècle, c'est avant-hier. Le 2e millénaire avant Jésus-Christ, lorsque ça commence l'âge du bronze. Vous savez, les métaux, le cuivre, le bronze, le fer, ouais, voilà. Et avant, c'est l'énéolithique, et avant, c'est le néolithique. Eh bien, un peuple qui vraisemblablement, parce que on doit souligner le vraisemblablement, parce que jusqu'à présent, on n'est pas sûr à 100%, tandis que même les historiens, les archéologues, ils ne sont pas sûrs d'où venait ce peuple qui a peuplé la Sardaigne et parsemé l'île avec 7000 nouraghes. Un peuple qui s'est pris la brigue de construire avec la pierre superposée, la construction mégalithique aux pierres sèches, ouais. Travailler un petit peu d'un côté à l'autre pour la superposer avec une technique qu'on avait déjà utilisée pour la construction des pyramides, monsieur Dan. Vous savez que les pyramides, on les construisait avec le soi-disant plan incliné. C'est des rampes qu'on construisait tout autour et sur lesquelles on faisait rouler les pierres. Et après, on les superposait. Un travail de romain, un travail de géant, mais avec la patience de l'époque. Hein, on n'avait pas la télé, on n'avait pas la radio, donc on avait bien du temps. Et surtout, on n'avait pas les portables. Ouais. Un peuple arrive ici. C'est l'un des soi-disant peuples de la mer qui a abandonné le côté sud-est de la Méditerranée à cause soit d'une longue guerre ou d'une longue sécheresse. Et ils vont s'installer en Sardaigne. Et en Sardaigne, ils vont parsemer toute l'île avec ce qu'on connaît maintenant avec le mot nuraghe. Et le nuraghe, en principe, c'est une tour qui est construite avec la pierre superposée. La construction mégalithique. Méga, grande, lithos, L-I-T-H-O-S de la langue grecque. Pierre, grande pierre superposée, pierre sèche. Ça, on en a un petit, mais là, c'est la même construction. La pierre sèche, c'est la pierre qui se soutient l'une sur l'autre. Surtout ça grâce au fait que la Sardaigne n'a pas de tremblement de terre. Sinon, on ne les aurait pas eu même ici, hein, avec les échos qu'il y a de temps en temps. Sicile, à l'Italie continentale, tout aurait été détruit au fil pas du siècle, des millénaires. Parce que là, on est devant un grand tas de pierres qui remonte à la première moitié du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc il a plus ou moins 3500 ans. Il y avait un village qui était composé par des huttes à la forme arrondite et avec un toit conique, un peu comme les huttes qu'on connaît encore aujourd'hui sur certaines civilisations.
tout ce qui s'est conservé bien sûr, c'est que la base en pierre. Le reste n'existe plus, parce que c'était fait de poutres, de branches et de troncs d'arbres. Oui, voilà. Ce qui complète à l'intérieur de la grande forteresse, on ira le voir. Lorsque la forteresse est à la forme triangulaire, ça c'est une tour, ça c'est une deuxième, et ça c'est une troisième. Au milieu de cette tour à la forme triangulaire, il y a le côté le plus haut. C'est là qu'on peut monter aussi. Imaginez-vous, une tour construite avec un escalier en colimaçon qui monte du rez-de-chaussée au premier, et du premier ça montait debout jusqu'au deuxième, sur l'épaisseur du mur. Donc un peuple qui était réussi avec la pierre superposée à faire une construction incroyable pour les moyens qu'on avait et pour l'architecture qui était connue à l'époque. C'est pour ça que ce peuple, duquel on ne connaît même pas les origines, est considéré avoir atteint un niveau dans le domaine de l'architecture incroyable pour l'époque. Malgré ça, personne ne les connaît, les nourags. Est-ce que vous avez entendu parler des nourags avant d'arriver ici? C'est une petite plante qui se sèche là déjà au mois de juin, début de juin. Ça fait partie de la famille des fenouilles sauvages. Et entre les différentes plantes qu'on appelle fenouilles sauvages aux fenouilles géants. Le nourag Loza est l'un des nombreux monuments du genre en Sardaigne. Sa construction complexe comporte une tour centrale, A, un bastion triangulaire et 3 tours d'angle, B, C et D. Une barbacane protège un côté grâce à 2 tours rondes, E et F, et un mur rectiligne. En avant de l'édifice, un bâtiment circulaire massif, X. C'est au cours des années 1880 que débutèrent les fouilles, mais le rôle de ces constructions reste assez énigmatique vu que ces peuples n'ont laissé aucun document écrit. C'est la pointe plus haute de ce qui reste de la forteresse d'origine, parce qu'ici on doit parler encore d'au moins 5-6 mètres plus haut à l'origine, le bâtiment. Tout a été lentement détruit, peut-être par la nature même, ou sinon par les gens qui habitaient l'endroit et qui ont réutilisé la pierre. La tour ronde externe a un diamètre de 9 mètres, tandis que l'espace intérieur en a 6. On distingue 2 entrées, une large et haute au sud, du côté de la localité, et une étroite et basse au nord, contre le bâtiment principal. Creusées dans ces parois, des niches et meurtrières ayant un rôle d'éclairage ou de défense. De voir sans être vu, de pouvoir se défendre et tirer avec lance, avec lance-pierre, avec les flèches, avec les arcs, sans être pris. Et de pouvoir donc se défendre et défendre tout autour le territoire. Ça, c'est une avant-forteresse qui a été construite en même temps que celle qui était derrière. La forteresse était habitée par les princes, les riches. On pense aussi ceux qui administraient les différents cultes païens qu'il y avait à l'époque. Et le peuple qui vivait de l'agriculture, d'élevage et selon les différentes régions de l'île, de pêche aussi, vivait tout autour à la forteresse. En cas de siège, on aurait pu s'abriter tous ensemble à l'intérieur de la grande forteresse. Sur le côté, des restes d'habitation. Pénétrons maintenant à l'intérieur de l'édifice. Alors, imaginez-vous là, la forme de la forteresse comme ça, non? Un triangle. Aux 3 coins du triangle, il y a une tour. Et là, on peut les voir. Là, vous en avez 2 des 2 côtés avant d'y entrer le couloir. Là. Nous, on est au centre. Ce qu'on peut y appeler une espèce de Sancta Sanctorum. C'est le côté le plus haut et en même temps le plus ancien. Parce que tout ça se développe à partir de ce qu'on peut y appeler un donjon central de la forteresse. Un donjon qui est composé par plusieurs étages. Lorsque, et c'est ça incroyable pour l'époque, eux, ils n'avaient pas seulement construit pierre sur pierre des grandes tours qui étaient plus que 20 mètres de haut. Ils étaient réussis, oui, avec le rapport vide et plein, à construire sur l'épaisseur du mur, vous le voyez là déjà sur votre gauche, des escaliers qui montaient en colimaçon et qui arrivaient jusqu'en haut. Là, vous voyez la pierre qui compose une partie du plafond,
de la soi-disant fausse coupole du rez-de-chaussée était déjà une partie du carrelage du premier étage. Bien entendu, lorsque le rapport plein-vide, une fois qu'on monte, la tour se rétrécit. Et on ne doit pas s'attendre d'y avoir la même taille de la pièce quand on monte au premier étage. Ça sera bien plus petit. Et vous verrez une fois qu'on est monté qu'au premier étage, il y a une pièce voûtée encore toute petite et encore une partie de l'escalier en colimaçon qui continue vers le deuxième étage. Et le deuxième étage était le toit. Et le toit était composé un peu comme les tours de guet de l'époque Moyen-Âge, avec des consoles enfoncées, fixées tout autour au toit, et le reste était fait une espèce de chemin de ronde en bois, ce qui n'est pas conservé, on ne peut pas voir. Donc les presque 7000 nurags ne présentent pas la forme d'origine, hein, surtout parce que déjà à l'époque carthaginoise et romaine, on avait détruit tous les tours des nurags pour annuler complètement le pouvoir militaire des tours nuragiques. On a assuré, question de sécurité, oui, entre une pierre et l'autre. Parfois il y a des petits cailloux qui étaient enfoncés dedans avec de la boue, avec pas de la malte, hein, parce que lui, il ne la connaissait pas du tout. Ouais, de la boue ou de l'argile. Et là, on a mis un petit peu de ciment, surtout là, pour l'éclairage. Mais regardez, les différentes couches de pierre, un nid d'abeilles, tout ça monte jusqu'à en haut. La dalle qui forme et qui va fermer la fausse coupole. Ici, ce n'est pas la coupole. Voilà, la coupole, on est inventé. La plus grande coupole en ciment a été pour 2000 ans, jusqu'au XVe siècle avec la coupole de Florence, la coupole du Panthéon de Rome. Là, c'est une fausse coupole. Le mot grec, ça fait tholos, T-H-O-L-O-S. C'est la même construction qu'il y avait, mais chez eux, c'était les tombeaux. Le tombeau d'Agamemnon, entre autres, si vous êtes allé là à visiter les sites de la civilisation de Mycène, voilà. Eux, ils faisaient les tombeaux. Là, ils faisaient les nurags. C'est pour ça qu'on dit que la technique de la construction des pièces à l'intérieur des nurags, on l'a appris des Grecs anciens, des Grecs de Mycène. Gravissons au premier étage pour constater que la pièce a très nettement rétréci. Même si une partie a dû écrouler, mais là on avait un plafond qui faisait pas plus que 3 mètres, 3 mètres 50, par rapport au rez-de-chaussée qui montait à plus que 7 mètres et demi. Rapport toujours plein vide, pour pouvoir tout soutenir, on a dû, oui, faire au premier étage une toute petite pièce. Même pas la moitié par rapport à la hauteur, oui, que le rez-de-chaussée. On est à 45 km de la mer. Par temps très clair, on peut la deviner. Tout autour, cette immense plaine sur 360 degrés. Lorsque l'ennemi s'approchait, on était aux premières loges. Encore une vue depuis l'intérieur d'une tour d'angle avec son empilement de pierres.